trois entreprises qui sont dans le même secteur. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il s'agit bien de Mastercard, Visa, American Express ou plus communément appelé Amex. Les deux premiers, soit Visa et Mastercard, sont des réseaux de paiement internationaux qui vont faciliter les transactions financières entre les consommateurs, les institutions financières ainsi que les commerçants. Amex, lui, il va être aussi un réseau de paiement, mais la différence, c'est qu'il va émettre des cartes à son nom. C'est ça la grande différence entre ces trois entreprises. Amex est connu aussi pour cibler plus des clients de haut de gamme grâce aux avantages premium qu'il dispose. Visa et Mastercard sont les leaders de paiement électronique, euh, comparativement à Amex qui lui est plus concentré aux États-Unis, mais depuis les quelques dernières années, ça a changé. C'est ce qu'on va voir par la suite au fil de la vidéo. Puis si on regarde juste qu'est-ce qu'ils ont fait au courant de l'année, on va voir ici que American Express s'est très bien comporté sur la dernière année, ici qu'on peut voir, un plus 64 comparativement aux autres qui ont fait moins bien que le S&P 500. Mais on va découvrir vers la fin pourquoi il y a une aussi grande différence performance des deux, soit Mastercard et Visa, comparativement à Amex qui a littéralement explosé en bourse cette dernière année. Juste pour connaissance générale, ici c'est le fonds d'investissement Berkshire Hathaway de Warren Buffett. On voit que sa deuxième plus grosse position, c'est American Express qui est de 15%. Il détient également Visa et Mastercard, mais avec des pourcentages vraiment plus faibles, 0,9 pour Visa et 0,7% pour Mastercard. On voit qu'il a une très grande confiance en cette entreprise, mais pas pour autant qu'on va aller juste se ruer l'acheter parce que Warren Buffett l'a acheté car lui, il a déjà fait ses calculs, il sait quand est-ce qu'il a acheté, à quel moment vendre, à ce qu'il va renforcer. Donc on va essayer de regarder ça tous ensemble. Si on regarde juste des chiffres rapidement, on va aller sur le site Finviz que j'utilise quand même assez souvent. Donc, la première, il va s'agir de Visa. On voit qu'elle a une capitalisation de 601 milliards de dollars. On voit qu'elle a un PER à 31, un price to free cash flow de 32. On voit qu'elle a de très belles marges. Un petit peu de dette. On peut voir également qu'elle donne un dividende qui est vraiment très faible à mon avis. Par la suite, on va voir Mastercard qui est au S&P 500 également. On voit qu'elle a une capitalisation de 463,42 milliards de dollars. Également, elle donne un dividende. On voit qu'elle est un peu plus chère que Visa. Elle a également de très belles marges. On voit qu'elle est un peu plus endettée comparativement à Visa. On va voir la troisième qui s'agit de American Express. Alors on voit qu'elle est cotée au Dow Jones ainsi que le S&P 500. Plus petit que les deux premiers car elle a une capitalisation de 209 milliards de dollars. On voit qu'elle donne également un dividende. On voit que celle-là est vraiment moins valorisée que les deux premières. On va regarder pourquoi, puis on va voir. Ça c'est vraiment juste pour jeter un coup d'œil rapide aux entreprises. On va voir si elles sont rentables, est-ce qu'elles donnent un dividende, c'est quoi les marges. Fait que ça, c'est vraiment juste pour regarder rapidement. On va aller plus en profondeur par la suite. Si on revient juste ici, il y a un graphique que j'aimerais vous montrer, juste pour que ça vous donne une idée des parts des marchés de chacune de ces entreprises-là. Ici, on a toutes les entreprises, les plus grosses entreprises qui sont dans le même secteur, soit dans le paiement électronique. On voit que Visa elle a une part de marché de 60,5%, ce qui est énorme. Quasi-totalité du marché
avec Mastercard qui arrive en deuxième position de 26,9%. On voit qu'à eux deux, ils totalisent un peu plus que 87% du marché des paiements électroniques, ce qui est vraiment énorme. C'est une prédominance à l'international. Comparativement à American Express qui va être en quatrième position avec 3,2, suivi de... pardon, ça c'est la troisième position, c'est UnionPay, c'est une entreprise chinoise qui a le plus gros volume de paiement au monde. Mais vu qu'elle est vraiment juste concentrée en Chine, elle est beaucoup moins grande que les deux américaines, soit Mastercard et Visa. Maintenant, on va aller voir plus les chiffres en détail. On va commencer par comparer les deux entreprises, soit Mastercard et Visa. Ici, on va avoir le... je vais mettre ça pour que ce soit plus facile pour vous. Ici, ça va être le price to free cash flow, puis le PER des deux entreprises. On voit que présentement, Visa a un PER de 31, comparativement à celui de Mastercard qui est de 37, vraiment beaucoup plus valorisé que Visa. Price to free cash flow qui est quand même élevé pour les deux entreprises. On voit que pour Visa, il est à 32 comparativement à Mastercard qui est à 36. On va juste voir ici c'est quoi leur moyenne puis leur médiane. On voit que ici c'est les PER. On voit que pour Mastercard c'est 39, ça c'est sa médiane, et 34 pour Visa. Même chose pour le price to free cash flow qui est à 40 pour Mastercard et 31 pour Visa. On voit que c'est quand même des entreprises qui sont vraiment très surévaluées. Durant les 5 dernières années, quand même, elles maintiennent des valorisations entre 30 et 40. C'est très élevé, moi, je trouve. Ensuite, on va aller regarder le revenu et la marge nette de ces deux entreprises. Ici, il n'y a pas de doute, c'est des entreprises qui font énormément d'argent. On voit que Visa, elle fait un revenu de 35 milliards de dollars, presque 36. Même chose pour Mastercard qui est à 27 milliards. On voit qu'ils ont de très belles marges nettes, 54 pour Visa et 45 pour Mastercard. Ici, on voit que sur les 5 dernières années, on voit que le chiffre d'affaires pour Mastercard il a augmenté de 11% annuellement, comparativement à 9,50% pour Visa, d'où cette petite différence entre Visa et Mastercard au niveau de valorisation sur la bourse. Si je retourne en arrière, on va le voir ici. On voit que Mastercard elle a eu un plus 17, quasi plus 18, comparativement à un 15,7 pour Visa. Ensuite, on va continuer avec le free cash flow, la marge du free cash flow et le free cash flow. Moi, j'enlève les stocks compensation parce que je le comptabilise pas parce que c'est de l'argent qui sort quand même de la poche de l'entreprise pour le donner aux employés. Donc, je le retire lorsque je regarde le free cash flow. On voit que Mastercard elle a un free cash flow de 12,36 milliards, Visa de 17. On voit qu'ils ont de très belles marges du free cash flow, 52 pour Visa, 47 pour Mastercard. Ici, on va voir la progression du free cash flow pour les deux entreprises. C'est 11 pour Mastercard et 10 pour Visa. On voit que ça, c'est les dernières marges du free cash flow qu'on a. C'est 47 pour Visa et 52 pour 47 pour Mastercard et 52 pour Visa. On voit qu'on est quand même pas loin des médianes de ces deux entreprises. Maintenant, on va voir la dette des entreprises et le rachat d'actions qu'elles font. On voit qu'ils ont toujours des dettes depuis les 5 dernières années. On voit que pour Visa, c'était 5,7, pour Mastercard, 1,78.
on voit qu'il paye quand même, Visa, elle paye sa dette, or que comparativement à Mastercard, qui a quand même levé de la dette, parce qu'ici on est rendu à quasi 7 milliards de dollars, or que auparavant c'était à 1,78. Et on va dire que pour Visa, c'est resté stable. Mais pour les deux entreprises, on voit qu'ils rachètent de l'action. Ici, ils rachètent leur action. Ça, c'est bénéfique pour l'investisseur. C'est comme un retour sur investissement pour l'investisseur parce qu'il va avoir moins d'actions en circulation. Donc, c'est ce qui va faire augmenter la valorisation de ces dernières. Puis, c'est ça. On voit ici les actions au début 2020. On voit que c'est 2,23 milliards d'actions pour Visa, 1 milliard pour Mastercard. Puis si on regarde jusqu'à maintenant, elles sont à 2 milliards puis 925. On voit qu'ils rachètent leurs actions doucement. On va juste regarder au coût de combien. On voit que c'est moins presque 2% pour Mastercard et moins 2,35 pour Visa, ce qui est bien. L'essentiel, c'est qu'elles ne vont pas diluer leur actionnariat. Comme qu'on avait vu, Mastercard, elle a quand même pris de la dette sur ces 5 dernières années. Maintenant, on va aller voir deux ratios que j'aime beaucoup regarder, c'est le ROCE et le ROE. Je rajoute toujours le ROCE, je ne regarde pas le ROE tout seul parce que si une entreprise elle a beaucoup de dettes, comme on va le voir ici pour Mastercard, son ROE il va être vraiment très très élevé, donc ça va fausser notre évaluation. Comme on peut le voir ici, on voit qu'elle a un ROE de 165% comparativement à celui de Visa qui va être de 49%. Mais je préfère regarder le ROCE qui donne une meilleure vue globale de l'entreprise. Ici, on voit que pour Mastercard, c'est 53, ce qui est excellent. Également pour Visa, c'est 35. Ça, c'est vraiment un ratio qui va indiquer combien d'argent va retourner à l'investisseur pour chaque dollar qu'il a investi. Donc ici, 35 et 53, c'est vraiment excellent. L'entreprise, il s'agit de American Express. On voit qu'elle a des valorisations qui sont vraiment moins surévaluées. Si on compare à Visa ou Mastercard, on voit qu'elle a un price to free cash flow de 15 et un PER de 21, ce qui est bas si on compare encore une fois aux deux premiers. Et surtout qu'elle a eu une croissance vraiment énorme sur les 5 dernières années. Ce qu'on va regarder ici, on va regarder le revenu. Le revenu en 2021, début 2021 était de 35 et présentement est à 70. Il a fait un x2. Donc, énorme croissance sur les 5 dernières années. On voit que c'est annuellement est de 21 et 44 en composé, ce qui est vraiment excellent. La marge nette est à 13,89, un peu plus faible que les autres. On voit qu'elle a touché un creux ici à 12, elle est montée jusqu'à 13. On voit que c'était quand même plus élevé en 2021, car c'était de 19%. Ensuite, on va regarder le free cash flow en enlevant les compensations en actions, ainsi que la marge du free cash flow. Ici, ce qui est intéressant, c'est si on compare au début de 2020, on voit qu'elle avait un free cash flow de 900 millions, un peu plus que 900 millions, et présentement il est à 12, il y a eu un pic à 22 milliards de dollars. Également, même chose pour la marge du free cash flow, ici était à seulement 1% et présentement est à 18%. Énorme croissance pour cette entreprise. Ici, on regarde qu'en composé annuellement est à 76 de performance annuellement pour le free cash flow, ce qui est excellent. Même chose pour la marge du free cash flow est à 18, a été un peu plus élevé par le passé comme qu'on avait vu, mais il y a eu une progression par rapport à 2020. Ici, c'est la dette. Elle est vraiment
incroyablement élevé. 2020 est à 98, présentement est à 143 milliards de dollars. Si vous vous rappelez au début de la vidéo, on avait vu qu'elle avait une capitalisation de 209 milliards et elle a des dettes de 143 milliards. Ça veut dire que sa dette est quasiment la même chose que sa valorisation en bourse. C'est vraiment énorme. Puis également, elle avait un free cash flow de seulement 12 milliards. Donc, imaginez combien de temps il faudrait pour payer cette dette si elle utilisait tout son free cash flow pour payer la dette. On voit qu'elle fait des rachats d'actions. Ici, c'était à 808 millions d'actions disponibles et présentement, c'est à 709. On voit que c'est une baisse de moins 2,86. On voit qu'elle a vraiment pris beaucoup de dettes au cours de ces 5 dernières années. Je sais qu'elle a investi beaucoup pour sa croissance, mais ça reste quand même, c'est vraiment très élevé comme dette. Ensuite, on va regarder le ROE puis le ROCE. Je sais directement que le ROE va être élevé comparativement au ROCE parce qu'on avait vu qu'elle avait de la dette. Donc, si c'est qu'on retrouve ici, on voit que son ROE est beaucoup plus élevé si on compare à son ROCE parce qu'il est de 32,85 et seulement de 10% pour le ROCE. Je cherche toujours un ROCE qui va être élevé un peu plus que 15%. Ici, on voit qu'on est vraiment inférieur à mon critère. Et en dernier, c'est vraiment quelque chose qui marque également, mais positivement. Ici, on voit que le bénéfice net par action était de seulement 3,76 en fin 2020 et il a progressé jusqu'à 13,76 en 2024. Énorme croissance. Si on regarde ici en composé, annuellement, c'est 41,33%. D'où cette performance en bourse qu'elle a eue au cours de ces dernières années. Maintenant, on va aller faire le calcul du prix juste à payer selon moi et on va comparer avec les analystes. On va commencer par American Express. On voit que les analystes, eux, proposeraient un prix de 319. Si je compare à mes calculs que j'ai fait, moi on voit que je suis plus à 255,08. Ça c'est en utilisant ma marge de sécurité. Et sur les prix et les chiffres que j'ai utilisés, j'ai été un peu plus pessimiste que les analystes clairement. Même si j'ai mis quand même une croissance de 14% pour les prochaines années, vu qu'elle a eu comme beaucoup de croissance. Et je vais l'expliquer également vers la fin, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir cette croissance. Maintenant, on va regarder une autre entreprise, ça va être Visa. On voit que ici, eux, les analystes ont mis un prix de 346,96 dollars pour cette entreprise. Donc, une augmentation de un peu plus de 13%. On voit qu'ils prédisent que c'est un achat assez fort car 19 sont à l'achat, 3 pour conserver et aucun à la vente. Comparé avec le prix que moi personnellement j'ai avec mes propres chiffres 17 avec la marge ici c'est 2 euros mais bien évidemment c'est dollars mais ça donc avec ma marge de sécurité de 20% je serai prêt à rentrer sur cette entreprise autour des 251 dollars. Maintenant on va regarder la troisième entreprise qui est Mastercard. Achat et seulement 2 pour conserver une plus-value de un peu plus de 15%. Si on compare avec mes chiffres à moi, 143,76 le prix que je serais prêt à payer pour cette entreprise afin de rentrer. Toujours avec ma marge de sécurité de 20%. Vous voyez qu'il y a vraiment
un énorme décalage entre les analystes et mes chiffres à moi. Encore une fois, je suis vraiment beaucoup plus pessimiste en quelque sorte dans mes chiffres, car la croissance, mettons, ici on voit que pour Mastercard, j'ai donné une croissance de 12%, or que eux, ils étaient plus autour de 15%, et mon PR est à 35, car généralement, elle est presque 40, comme qu'on avait vu dans les chiffres, donc j'ai mis un peu plus bas. Je trouve déjà que 35, c'est encore élevé, mais vu que j'ai diminué la croissance, j'ai mis un PER un peu plus proche de la réalité. Excellent. Donc, maintenant, on va voir le document que j'ai préparé. Dans le fond, c'est des points qui va comme expliquer pourquoi l'action de American Express a vraiment surperformé le marché, ainsi que ces deux entreprises. Donc ici, j'ai fait quelques points que j'ai pu trouver. Dans le fond, on voit que un des points, ça va être au troisième trimestre 2024, American Express avait enregistré un chiffre d'affaires de 16,64 milliards de dollars, ce qui est marqué le sixième trimestre consécutif de revenus record. Donc ça a vraiment contribué à augmenter son action en bourse. Comme on a pu le voir. Amex également avait relevé ses prévisions de bénéfices par action pour l'année de 2024, qui va être désormais entre 13,75 et 14,05. Auparavant, si vous vous rappelez, en 2020, il était juste de 3,76. Donc ça a vraiment aidé l'entreprise à performer en bourse. Également, elle s'attaque au marché européen car elle a acquis des participations dans UBS, dans Swisscard. Ça va être un nouveau marché pour elle, donc elle va avoir des parts de marché qui vont être pris par Amex aux dépens de Mastercard et Visa. Donc peut-être que son chiffre d'affaires, c'est sûr, dans le fond, son chiffre d'affaires va augmenter vu qu'elle va s'attaquer à l'Europe. Or, comme on avait vu un peu plus tôt, c'était vraiment concentré aux États-Unis auparavant. Également, Visa et Mastercard avaient des défis et des préoccupations réglementaires de la part de la justice, plus Visa, je dirais, qui a été visé par une action antitrust du département de justice des États-Unis. Ça a vraiment beaucoup freiné en quelque sorte sa progression en bourse comparativement à Mastercard et Amex. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. On avait vu les trois entreprises. Étant si moi j'avais à acheter les deux ces entreprises, ça serait bien évidemment Visa, car elle est comme beaucoup moins survalorisée par rapport à Mastercard, plus survaluée que Amex, mais comme on avait vu dans les chiffres de Amex, elle avait une énorme dette que je ne sais pas comment elle va faire pour la payer, car elle avait une dette de plus de 148 milliards de dollars et avait un free cash flow de seulement 12 milliards. Donc imaginez combien d'années ça lui prendrait pour le payer. Fait que moi, quand une entreprise a énormément de dettes comme ça, j'évite, même si elle a vraiment très bien performé, puis même si Warren Buffett le détient dans son portefeuille, et ça fait quand même plusieurs années que lui, il a acheté, doit être une plus-value vraiment énorme, mais je ne rentrerai pas sur cette entreprise présentement. Donc, s'il y avait une entreprise à acheter, ça serait Visa pour moi. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à liker et à vous abonner. Et si vous voulez regarder une autre vidéo qui va être plus détaillée au niveau de l'analyse financière, je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher ici à ma droite. On se voit pour la prochaine vidéo. Bye.